Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro de La Voix est libre, le rendez-vous politique de la rédaction de France 3 Poitou-Charentes. Mon invité cette semaine est Jean-Louis Léonard, député UMP de la 2e circonscription de Charente-Maritime et maire de Châtelaillon-Plage. Il sera beaucoup question dans cette émission de l'après-Xynthia. 11 mois après la tempête, quelle est la situation des victimes? Quelles sont les solutions apportées par le gouvernement? Et plus généralement, quel constat peut-on faire de l'action publique sur ce dossier? Nous reviendrons également sur d'autres dossiers locaux ainsi que sur les élections à venir. Bonjour Jean-Louis Léonard. Il y a 11 mois, Xynthia frappait les côtes charentaises. Est-ce que cette tempête a changé votre vie? Oui, je crois qu'un événement de ce type ne peut pas ne pas changer la vie. C'est vrai que, à plusieurs niveaux d'ailleurs, bien sûr, il y a eu le drame, et puis derrière le drame, il y a eu toutes les leçons qu'on en tire. Alors, bon, de toute chose, il faut sortir du positif, et c'est vrai que cette réflexion que nous a apportée Xynthia nous a permis vraiment d'en tirer des choses positives. D'abord, la leçon de solidarité. Solidarité des populations, solidarité des élus entre eux, solidarité aussi avec l'ensemble de l'action publique au niveau de la sécurité civile et de la gestion du drame. Tout cela, ça a été une grande leçon. La deuxième leçon, ça a été effectivement pour nous la culture du risque. On a perdu cette culture du risque. On habite au bord de la mer et puis on s'aperçoit pas. Effectivement, on a perdu l'habitude de penser qu'elle peut être aussi dangereuse. Donc ça aussi, c'est très positif. Ça nous a permis, à la fois les élus, mais aussi avec la population, de reprendre, de prendre conscience qu'il fallait se protéger simplement, qu'il y a un risque, mais qu'on peut s'en protéger. La troisième leçon, je dirais, ça a été aussi pour nous. Avec les élus, la manière de reprendre le problème et puis d'essayer de retravailler avec l'État. Donc ça a radicalement changé de façon de faire de la politique, c'est ce que vous êtes en train de me dire? Oui, changer de faire de la politique, non, parce que la politique que je mène, moi, depuis 27 ans, c'est une politique de terrain, donc effectivement, on était prêt à ce genre de choses, et puis ça n'a pas changé ma manière de voir les choses, simplement ça l'a conforté. Et cette manière de faire de la politique qui est la mienne, c'est-à-dire on s'occupe des choses du terrain. À titre personnel, comment vous avez vécu cette nuit du 27 au 28 février 2010? On va revoir les images toujours aussi impressionnantes de la tempête. Oui, je l'ai vécu comme beaucoup de mes collègues élus, dans l'eau, avec les sapeurs-pompiers, et puis à l'animation d'un centre d'accueil. Tout ça, effectivement, c'est la vie d'un élu, mais c'est quelque chose. On est préparé. J'avais vécu 99. On savait qu'on allait avoir un événement grave, qu'on allait avoir des choses importantes, et donc on était préparé. Peut-être pas à ce point, mais je l'ai vécu au milieu de l'événement. Alors, on va voir que presque un an plus tard, la tempête Xynthia fait toujours des victimes. Parmi elles, elles sont nombreuses. Le propriétaire du camping d'Étré qui, lui aussi, a perdu tout en quelques heures seulement. Reportage signé Nathalie Combès et Pierre Lahaye. Fermé, définitivement fermé sur arrêté préfectoral. Un an après Xynthia qui a ravagé son camping 3 étoiles de 129 places, Franck Lucet n'a toujours pas tourné la page. Ce 28 février 2010 à Étré, il a perdu sa maison et son entreprise noyée sous 2 mètres d'eau, l'investissement de toute une vie. Pour acheter ce camping, on avait quand même investi notre ancienne maison, nos biens. J'avais une précédente entreprise qu'on a revendue et qu'on a réinvesti le produit de la vente dans l'achat de ce camping. Et là, on se retrouve à 47 ans et repartir à zéro, peut-être voire moins que zéro. Même. Le propriétaire du camping de la plage fait partie de ces sinistrés qui estiment ne pas avoir été indemnisés à la hauteur du préjudice subi. L'État lui propose 55 € du mètre carré pour le foncier et ne remboursera pas le fonds de commerce. Aujourd'hui, il est dans une situation financière désastreuse. Aujourd'hui, avec ce que l'État nous propose, on ne peut pas solder l'ensemble de nos prêts. Et rien n'a été prévu pour faire face à l'impact fiscal, ce qui fait que la somme que l'État va nous verser, on va lui redonner 30% de cette somme-là au titre de la plus-value. Donc c'est impossible de s'en sortir, Concrètement, vous attendez combien? Là, le camping est estimé à peu près à 5 millions d'euros. Et on en propose 1,7 million. Sans activité, donc sans revenus depuis un an. En désespoir de cause, Franck Lucet a écrit à la ministre de l'écologie. Il attend toujours sa réponse. Aujourd'hui, il a le sentiment de vivre une seconde tempête dont il a peur de ne pas se relever. Jean-Louis Léonard, est-ce que l'État a fait correctement son boulot dans la gestion de l'après-Xynthia? Oh, il y a plusieurs niveaux. Effectivement, aujourd'hui, on peut dire que l'État fait correctement son travail. C'est-à-dire que, à ce stade, les choses sont revenues un peu dans l'ordre. On applique des procédures que l'on connaît, que ce soit les procédures de plan de prévention des risques. Et puis, on travaille sérieusement avec l'État à l'établissement de plans de protection des populations.
je dirais que ça a un peu tardé, mais ça va mieux. Non, ce qui est terrible, on vient de le voir dans ce reportage, c'est qu'un certain nombre de décisions ont été prises en quelques jours, sous la pression d'une ou deux personnes, notamment le directeur de cabinet de M. Borloo, qui avait pressé tout le monde de donner des résultats, de définir des zones dans les 15 jours. C'était stupide. Nicolas Sarkozy, quand il est venu sur zone, il avait dit il ne faudra plus jamais que des gens, que les gens soient toujours protégés, qu'il n'y ait plus de ce genre de risque. Donc c'était le feu vert aussi peut-être à ce que tout le monde aille très vite, non? Non, le président de la République a mis en place quelque chose d'extraordinaire, c'est la solidarité de l'État. C'est-à-dire que, par exemple, dans des communes comme La Faute-sur-Mer ou Charon, où les gens avaient tout perdu et où ils n'avaient aucune solution pour se protéger, le président de la République a mis en place un système de solidarité qui n'avait jamais été mis en place. Et ce qui a permis à des gens, des Charonnais par exemple, 185 ménages, de repartir sur un vrai projet, alors qu'ils n'avaient plus d'espoir, leur maison était détruite, ils ne voulaient plus y habiter, ou plus jamais habiter, et ils savaient qu'ils ne pouvaient pas être protégés. Donc, le président de la République a mis en place un système de solidarité, qui a été dévoyé par certains. Et ce système de solidarité, finalement... Par qui ? Je le dis, pas simplement par le cabinet de M. Borloo, directeur de cabinet, qui est un préfet et qui a voulu faire un acte d'autorité en disant on va désigner des zones. Il a donné 15 jours au préfet de département pour désigner ces zones. Et alors, autant c'était possible dans des communes comme Charon ou La Faute-sur-Mer, où les choses étaient claires, mais vouloir l'étendre aux Bouches-Chaleur, à Fouras, à l'île d'Oléron, ça a donné des résultats catastrophiques. Et c'est vraiment dommage, parce qu'on aurait pu faire autrement. Alors on va le voir justement, vraiment, on va revenir un peu là-dessus. On vient de le dire, l'objet de toutes les controverses, c'était le découpage des zones noires, on rebaptisait les zones de solidarité, un découpage donc ubuesque, délirant, ni fait ni à faire. C'est un peu le florilège des réactions que l'on entend du côté des riverains des zones concernées. Je vous propose d'écouter ce que disait en mai 2010 l'expert nommé par le gouvernement lors de son audition devant les parlementaires. Vous y étiez. Les délais qui nous ont été donnés étaient tout à fait tendu, plus que tendu, puisque donc la mission, donc je crois que le 18 était un vendredi et les choses étaient à produire pour le lundi matin ou le vendredi soir. Est-ce que c'est pas l'aveu d'un travail bâclé? C'est sûr que lorsque j'ai demandé, puisque c'est moi qui étais en face, j'ai demandé à cet expert de nous expliquer précisément le calendrier qui lui avait été imparti. Il nous a répondu très clairement, il vient de le faire. Le résultat d'une telle expertise est absolument incompatible avec le délai imparti. Ça veut bien dire que les choses ont été bâclées à ce moment-là. Et il a fallu que le 15 avril, le président de la République reprenne un peu les choses en main en disant mais arrêtez, qu'on ne peut pas continuer comme ça. Et là, alors après, on a décidé ça, zone de solidarité. Et donc, il a fallu attendre le mois de juillet pour qu'on mette en place des expertises, mais des vraies expertises cette fois, avec des ingénieurs généraux des ponts et chaussées qui sont venus et qui sont en train de rendre des rapports extrêmement sensés, en prenant en compte le vrai danger. Au Bouches-Chaleur, par exemple, s'apercevant que les critères qui avaient été retenus n'étaient plus applicables, le directeur de cabinet, M. Borloo, fait changer les critères. Parce que vous dites qu'il y a une différence entre un lotissement récent construit en zone submersible et la partie ancienne d'un village de pêcheurs comme les Bouches-Chaleur par exemple, qui sont plutôt victimes d'une digue mal entretenue. Pourtant, au final, il s'agit de deux défaillances des services publics, non, de l'État, finalement. Oui, enfin, d'abord, il faut bien dire, avant de mettre les élus en cause, il faut savoir aussi que la plupart des permis de construire de ces maisons, de ces lotissements, je veux dire même 99,5% de ces lotissements ont été instruits par les services de l'État. Et on a eu l'impression à un moment donné que c'était le balancier qui partait à l'envers. Après avoir autorisé ces lotissements, l'État voulait se faire une bonne conscience. Enfin, certains services de l'État voulaient se faire une bonne conscience. Non, je crois qu'aujourd'hui, il faut savoir un peu revenir à la raison et que les Bouches-Chaleur ou La Faute-sur-Mer ou Charon sont des cas totalement différents. Et on sait protéger les Bouches-Chaleur. Simplement, l'expert, le seul expert qui avait accepté de signer quelque chose, c'est un monsieur qui n'avait strictement rien à voir avec le côtier, qui est un expert de la sécurité des barrages, et puis qui a émis une doctrine complètement stupide, mais
qu'on veut encore appliquer aujourd'hui. Le préfet de Charente-Maritime reste accroché à cette espèce de doctrine d'une servitude de digue qui n'a rien à voir avec les projets que l'on a. Donc on est encore dans un système où on a des experts qui nous disent des choses extrêmement sensées, et puis les services de l'État qui s'accrochent encore à leur position comme s'ils voulaient absolument justifier le travail qu'ils ont fait au mois d'avril de l'année dernière. Et pourtant, la position de l'État a évolué sur ce sujet, que ce soit au niveau du découpage ou au niveau des indemnisations. Je vous propose de revenir sur ce que disait en décembre dernier la toute nouvelle ministre de l'Environnement, Nathalie Kosciusko-Morizet, lors de sa visite en Charente-Maritime, NKM, qui succédait alors à Jean-Louis Borloo. On veut se rapprocher au plus près du cas par cas. Et donc on part des zones de solidarité dans lesquelles les procédures d'acquisition à l'amiable sont engagées pour regarder les choses, quels sont les ouvrages de protection qui sont possibles, est-ce qu'il y a débat sur les ouvrages de protection, quelle est la réalité maison par maison, et affiner les situations pour que finalement toutes les décisions qui soient prises puissent être comprises et soient prises après avoir regardé véritablement tous les enjeux. L'État protégera plutôt que de démolir, a dit également la ministre de l'Environnement. Vous approuvez, j'imagine. Bien sûr, et je crois qu'on est revenu dans une situation normale telle qu'elle aurait dû être depuis le début. Il fallait bien sûr réagir là où il fallait le faire rapidement, Charon, la Faute-sur-Mer. Là, il fallait être très rapide, puis se donner un peu de temps par ailleurs. C'est le message qu'a voulu donner la ministre. Et d'ailleurs, nous sommes en train d'expertiser les capacités à protéger. Le Conseil général de Charente-Maritime a fait un travail tout à fait extraordinaire et nous accompagne dans cette démarche. Je crois qu'on va arriver à quelque chose. Maintenant, il faudra aussi que les services de la préfecture comprennent que s'ils ont fait des bêtises, s'ils sont allés trop vite sous la pression au départ, aujourd'hui, il convient de revenir à la raison. On parle aujourd'hui de rétrécissement des zonages. Ça concernerait jusqu'à 70% des maisons au Boucholeur. Vous confirmez ? Moi, j'estime qu'on peut même aller à 100% en fonction de la protection, c'est bien évident. Cette zone de solidarité des Boucholeurs ne répond pas aux critères. La solidarité devait répondre aux critères de dangerosité. Or, les maisons qui ont été mises en zone noire au Boucholeur sont celles finalement qui ont le moins subi de dommages, parce que c'est celles qui sont les plus hautes, c'est les plus anciennes, donc ont été construites en bord de mer, certes, mais sur les parties les plus hautes. Donc, elles n'ont pas subi de danger mortel d'une manière générale. Et aujourd'hui, on les a mis en zone noire, mais pour d'autres raisons, parce qu'on s'est appuyé sur d'autres critères. Quand on a vu que, ça a tergiversé pendant un moment, et quand on a vu que les critères de la zone noire ne s'appliquaient pas, on en a trouvé d'autres. Donc, je crois qu'aujourd'hui, la zone noire des Boucholeurs, par exemple, n'a pas de raison d'être, parce qu'on sait la protéger, parce qu'on sait aussi mettre en place toutes les évacuations. Et par contre, on a besoin de l'appui de l'État, effectivement, pour mettre en place ces protections. Il faudra que l'État nous dise aussi ce qu'il va faire des maisons qu'il a rachetées, parce qu'on va créer des vrais drames. Donc là, je crois qu'on 27 millions d'euros supplémentaires vont être déboursés pour